GPT-4, ça date déjà de mars 2023. Et même si en 2 ans et demi, OpenAI a sorti plein de nouveaux modèles, tout le monde attendait la révolution GPT-5. Sauf que sur les réseaux, l'accueil a été un peu mitigé. Pourtant, tous les benchmarks montrent que ce modèle est objectivement meilleur que les précédents. Alors, pourquoi ces réactions? Eh bien, une ingénieure d'OpenAI a accepté de venir répondre exactement à cette question. Vous allez voir, c'est assez surprenant et ça en dit long sur le futur des IA génératives. La vie de tech, c'est simple. C'est eux et leur ordi. Tout est prévisible, sous contrôle. Non, ça, c'est ce qu'ils voudraient qu'on croie. Parce que la réalité, personne n'ose nous la raconter. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Dans Tronche de Tech, on va leur tirer les vers du nez. On va leur faire raconter leurs meilleures anecdotes. Les nuits où tout part en sucette et les bugs que personne ne comprend. Et puis, s'ils sont sympas, on les laissera peut-être se vanter de quelques réussites. Je m'appelle Mathieu Sanchez, je suis le CTO d'Akazi et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Katia, comment ça va? Salut Mathieu, ça va super. Et toi? Ah bah écoute, très bien. Je suis très content de te reavoir cette fois. J'espère que Oui. on va pas avoir les mêmes problèmes techniques que la dernière fois. Ça avait été un petit peu épique la première fois. Bah écoute, donc re-bienvenue sur Tronche de Tech. Merci, Aujourd'hui, ravi d'être là. trop cool. Aujourd'hui, on va parler de ton parcours. On va parler d'IA du coup beaucoup, parce que on va voir que t'es dans le domaine depuis un petit moment. Et ben, j'ai un petit exercice pour toi au tout début, c'est d'essayer de te présenter en 3 phrases maximum. Ok. Je m'appelle Katia. J'ai un background de software engineer et mon rôle actuel, c'est d'inspirer et éduquer les développeurs qui veulent builder avec l'IA générative et en particulier avec les technologies d'OpenAI. Ok, très cool. Donc, on va parler d'OpenAI. On va revenir sur un sujet qui est très d'actualité en ce moment. On parle beaucoup de GPT-5, qui est une grosse sortie là, donc tu vas nous en dire des nouvelles. Mais avant ça, moi, j'aimerais bien comprendre comment tu es tombé dans la tech, toi. Alors très tôt, j'ai commencé très tôt. J'ai eu la chance d'avoir un ordinateur chez moi, quand j'étais vraiment, très jeune, quand j'avais 4 ans, je crois. Enfin même j'en avais un avant, mais je l'ai commencé à l'utiliser quand j'avais 4 ans parce que mes 2 parents étaient, enfin ils sont toujours un peu dans ce domaine-là, mais moins, hands-on on va dire, mais ils étaient, tous les 2 ingénieurs informaticiens et donc je commençais à faire de l'ordinateur, vraiment, dès que je pouvais, m'asseoir sur une chaise et donc j'ai été passionnée par ça, depuis aussi longtemps que je m'en souviens et quand j'avais à peu près 10 ans, j'ai commencé à me poser la question de comment est-ce que ça marche et je jouais beaucoup à des jeux en ligne, des trucs comme ça, donc je me disais: «Ah, j'ai trop envie de d'apprendre comment, développer des jeux vidéo, développer des sites web». Donc j'ai commencé à apprendre, sur le site du zéro, ça s'appelait à l'époque, maintenant c'est Open Classroom. J'ai commencé à apprendre comment, coder un site web en HTML. Après, je me suis demandé comment on faisait pour coder des jeux, donc j'ai commencé à apprendre le C, et de fil en aiguille, voilà, j'ai appris à coder comme ça. Ensuite, quand j'étais au collège, j'ai un peu laissé tomber, pour être honnête, notamment parce que les gens trouvaient que c'était bizarre qu'une fille, veuille, coder sur un ordinateur. Mais ensuite, j'ai repris quand j'étais, fin lycée, parce qu'on avait c'était la je crois que c'était la première année où il y avait une spécialisation informatique en terminale pour le bac et donc du coup, j'ai fait un projet qui était, de coder un petit jeu et j'avais adoré donc c'est un peu comme ça que je suis retombée dedans et après voilà, j'ai fait parcours classique, je savais en fait depuis que j'étais, je pense depuis que j'ai 10 ans, je me suis dit: «Un jour plus tard, je voudrais développer des jeux vidéo ou des logiciels». Donc je savais que je voulais faire des études là-dedans, donc j'ai fait un peu le truc classique, prépa, école d'ingé. Et donc en école d'ingé, je me suis après spécialisée, sur tout ce qui était, informatique et aussi, en dernière année sur les jeux vidéo.
Mais bon, finalement, j'ai pas T'as travaillé dans les jamais jeux fait de jeux vidéo. vidéo finalement professionnellement, si? Ouais. Ouais, non, Ouais. c'était cool d'apprendre ça parce que, enfin, je pense que c'était la spécialisation la plus technique qu'il y avait. Mais, en fait, je me suis rendu compte que je préférais faire des trucs, enfin faire en fait des apps, des trucs qui avaient une utilité. Non pas que les jeux sont pas utiles, mais voilà, enfin, je préférais, faire un peu autre chose. Et du coup, j'ai rejoint après Microsoft. Donc c'était mon stage de fin d'études et ensuite je les ai rejoints full-time, après mes études et donc je suis restée là-bas 3 ans. Et donc j'étais software engineer, mais customer facing. Donc en fait, je codais, mais j'étais pas dans une équipe produit. J'allais en fait, voir, les clients qui étaient, les tout nouveaux, utilisateurs de Azure AI, parce que c'était tout nouveau à l'époque et OK. du coup, je les aidais en fait à implémenter des solutions IA, hem, parce que, ouais, c'était tellement nouveau qu'en fait, il y avait besoin en fait de développeurs pour les aider à intégrer ça, dans leurs solutions. Et donc c'est un peu comme ça que je me suis intéressée à l'IA. Je me suis vachement formée aussi, en parallèle de ça, enfin juste, toute seule, enfin sur internet quoi, parce que j'avais pas fait d'études de ça, mais du coup, c'est là où j'ai appris un peu toutes les bases de l'IA. Dans Et quelle année juste, Katia, là, pour, resituer? ouais, ça c'était en 2018, OK. donc il y a un petit moment déjà. Et c'était vraiment les tout débuts vraiment enfin des services IA sur le cloud. Et même si ça paraît, il y a pas si longtemps, en fait, c'est quand même assez récent, ces sujets-là. Donc C'était ouais, quoi c'était ma les première. utilités à l'époque? Qu'est-ce que tu faisais comme projet? Il y avait beaucoup, de choses différentes, enfin, il y avait des trucs d'analyse de j'ai fait un truc, je me rappelle avec des voitures de course, il fallait analyser les anomalies, dans les logs des voitures de course. Il y OK, avait des trop bien. trucs d'extraction. Il y avait beaucoup d'extraction d'informations, notamment, des documents PDF et cetera. Ce qui a d'ailleurs inspiré la startup que j'ai fait après. Mais ouais, il y avait pas mal de choses aussi de la classification d'images. Maintenant ça paraît vraiment, super simple, mais à l'époque, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Mais à l'époque, du Donc ouais, coup, c'était assez varié. Microsoft vendait des API, en fait, pour faire ça, c'est ça? Ouais, exactement, OK, déjà. exactement. Après, il y avait aussi beaucoup justement, comme c'était le tout début, il y avait aussi beaucoup de trucs, où il fallait faire du machine learning classique, et heu et et en fait compléter les services les Ouais. services, Oui, que d'accord, il y tu avait pas pouvais encore, utiliser, OK, ouais, OK. Donc tu exactement. aidais les clients à faire du machine learning, en complément de l'intégration de l'API d'Azure, en fait? Exactement, OK. ouais, c'était ça. C'était trop cool. Je voyageais partout dans le monde. Ouais. Après il y a eu le covid, donc bah, là je voyageais plus, mais mais j'avais appris plein de choses. Et en fait après je suis revenue un peu à mon idée que j'avais développée aussi quand j'étais toute jeune, quand j'avais commencé à apprendre à coder. En fait, je m'étais dit: «Un jour je ferai une entreprise». Et du coup, j'avais toujours gardé cette idée qu'un jour il fallait que j'essaye de lancer ma propre entreprise. Et donc après 3 ans chez Microsoft, je me suis dit: «OK, je vais commencer à essayer de me rapprocher un peu de l'univers startup pour voir comment ça se passe parce que j'y connais rien et que je sais que j'ai envie de faire une startup plus tard». Et en fait, en cherchant, je suis tombée sur, un startup studio. Donc je sais pas si tu vois ce que c'est un startup studio? Un startup studio, c'est un truc qui t'aide à lancer ta startup, en fait? Ils vont te prendre, en fait, des parts de l'entreprise, quelque chose comme ça? Ou ils te f Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc enfin le plus connu, c'est, Exa, qui s'appelait eFounders à l'époque. Moi, j'ai rejoint OSS Venture, qui est spécialisé dans le manufacturing. Et donc en fait, c'était trop bien parce que, bah, j'y connaissais rien en startup et eux, ils m'ont vraiment, tout appris sur le sujet, donc j'ai pu lancer ma startup en fait, avec eux, avec leur aide. C'est comme si en fait, tu avais une équipe de série A alors que tu viens de démarrer et que tu sais pas trop ce que tu fais, donc Oui, d'accord, c'est OK. Toi, tu es ouais, fondatrice et autour de toi, tu as, toutes les compétences pour t'aider à démarrer, en exactement. plus, c'est ça? OK, ouais. C'est ça. Et en fait, ils t'aident aussi à trouver un co-founder, donc c'est comme ça que j'ai rencontré mon co-founder. En fait, ils font une sorte de matchmaking, donc tu rencontres plusieurs personnes et donc il y avait, mon cofondateur, JB, avec qui ça avait très bien marché. Et donc on a lancé une start-up, pour, automatiser,
le customer service dans le manufacturing. Parce que donc en fait, le service client dans le manufacturing, c'est encore très manuel. Ils reçoivent des mails, ils doivent traiter les commandes par mail, ils doivent, ensuite vérifier des choses dans des fichiers Excel, dans plein de logiciels différents pour voir si en fait les commandes, elles sont, compatibles avec, les contrats des clients. Donc par exemple, si le client il dit: «Ah je veux 100 pièces de tel truc, dans 3 semaines», ils doivent vérifier déjà que leur contrat leur permet de faire ça et que, c'est possible niveau production de faire ça. Donc il y a plein de choses manuelles à vérifier, et donc tout ça en fait, on voulait l'automatiser parce que, finalement ces personnes-là, ce qui les intéressait le plus, c'était, le côté relation client et essayer de régler les problèmes quand il y en avait, plutôt que de juste traiter machinalement, des commandes. Ouais. Donc toute la partie traitement de commandes, en fait, on voulait l'automatiser et donc c'est là où, en fait, mon expérience chez Microsoft avec, l'extraction d'informations, de PDF et cetera, toutes mes connaissances en manipulation des données, ça a servi. Du coup, moi, j'étais, CTO de la startup et je faisais tout le produit, en fait et donc ça a pas mal marché, d'un point de vue produit. Les On avait quelques clients qui le testaient. Enfin, c'était super intéressant de voir, bah, justement, selon les entreprises, comment est-ce qu'ils appliquaient, nos automatisations et cetera. Et après, par contre, d'un point de vue commercial, en fait, à l'époque, du coup, ça prenait beaucoup de temps de customiser ces automatisations. Ouais. Alors aujourd'hui, en vrai, je pense que je pourrais refaire la même chose en 2-3 ans. C'est c'est triste à dire, mais avec, aujourd'hui avec, l'IA générative, enfin avec, je sais pas, même, GPT-4o en fait serait capable de faire ce que j'ai passé des mois et des nuits à coder, difficilement. Mais du coup, Mais concrètement, je enfin c'est voilà. quoi qu'est-ce que parce que tu vois, ce que tu me dis: «J'ai customisé», c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire à chaque fois en fait, t'avais pas enfin, ton IA ne s'adaptait pas à tous les problèmes et tu étais obligé de mettre plein de cas particuliers dedans, c'est ça ou? Ouais, alors j'essayais justement de pas faire de cas particuliers, donc à chaque fois j'ai essayé de réinventer un peu le produit, pour que ça puisse, heu, inclure aussi ce cas d'usage-là, chose qui n'est pas forcément une bonne chose à faire d'ailleurs. Mais justement, moi je déteste faire des trucs custom, donc j'essayais vraiment à chaque fois de trouver le truc qui englobe tout, mais surtout aussi juste, extraire les informations de PDF, par exemple. OK. Ça marche, pas forcément selon tout enfin, à l'époque, ça marchait pas forcément selon tout type de PDF. Aujourd'hui, tu prends l'API, OpenAI, t'envoies, une image de ton PDF et voilà, c'est tout, en fait. Mmh. Alors que là, tu avais vraiment des trucs compliqués à faire, plein de pre-processing, de post-processing, enfin, c'était assez lourd et du coup, en fait, d'un point de vue commercial, ça fonctionnait pas parce que le prix auquel les décideurs étaient prêts à payer, ne matchait pas, Le travail le d'onboarding, coût. enfin Ouais, exactement, le coût d'onboarding. Donc du coup, en fait, on a essayé de pivoter à ce moment-là pour, enfin, on a voulu aussi à un moment changer d'industrie. On a fait plein de pivots, on a fait plein de trucs, et en fait, au bout d'un moment, voilà, enfin, il y a aussi, le fait que enfin, on était une start-up, on avait besoin aussi d'argent. Moi, je commençais un peu à sentir que j'étais moins passionnée par le sujet, que ce que je devrais être. Et donc voilà, quand tu fais une start-up, enfin, tu peux pas continuer si oui. tu pas à fond. Et du coup là, mon cofondateur avait aussi, décidé d'arrêter. Moi, je me suis posé la question de continuer encore quelques mois. On avait 3 personnes, avec nous. Donc voilà, je me posais des questions et en fait, j'ai vu une opportunité chez Stripe qui m'a beaucoup plu et heu et donc finalement ça allait un peu vite. Je me suis dit: «Ah et si je postulais chez Stripe?» Et en fait finalement, c'est allé très, très vite. Donc j'ai essayé de faire en sorte, d'aider, les personnes qui étaient avec nous à trouver, autre chose et après voilà, j'ai pas eu trop de pause entre les 2 et j'ai commencé, direct chez Stripe, Chez Stripe, en France ou aux US? en France, En au bureau de France, Paris. OK, OK. Stripe, Ouais. juste peut-être tu peux expliquer pour, celles qui connaissent pas, ce que ça fait? Oui, alors, Stripe, c'est, en fait, ils ont plein de produits qui permettent, aux business d'accepter, des paiements de plusieurs manières sur internet. Donc, en fait,
ils permettent, enfin, il y a énormément de business qui vendent sur Internet, qui en fait se reposent sur Stripe pour, justement récolter des paiements, pour avoir des souscriptions. Donc, même si vous connaissez pas Stripe, je pense que vous l'avez forcément déjà utilisé. Euh, et aussi ce qu'ils permettent de faire qui est super intéressant. Et moi, du coup, je les ai rejoints pour travailler. Enfin, j'étais solution architect, donc on peut revenir après sur ce que c'est, mais j'étais dans l'équipe plateforme. Donc en fait, j'ai aidé les entreprises qui eux voulaient aider leurs clients à accepter des paiements. Donc par exemple, toutes les plateformes où en fait tu peux t'inscrire en tant qu'indépendant pour justement toi te faire payer en fait via cette plateforme. Stripe permet de faire ça, et donc il y a pas mal de complexité dans la façon dont tu peux implémenter ça. Et donc en fait, solution architect, c'est tu aides les clients à implémenter des solutions techniques, donc avec la technologie que tu proposes. Donc là chez Stripe, j'ai aidé les clients à implémenter des services de paiement, des services de Alors plateforme. attends, que je comprenne bien juste ce truc, parce que moi, tu vois, moi j'ai connu le monde avant Stripe, et intégrer Ouais, une solution de paiement, c'était pas le même délire. C'est vrai que ouais, quand Stripe est arrivé, tu vois, l'expérience développeur, elle a complètement changé. C'est devenu d'une simplicité hallucinante. Tu avais des librairies, tu avais tout ce qu'il fallait. Enfin, vraiment rien à voir. C'est-à-dire que c'est ça. Je pense que c'est une des grandes forces, c'est que les développeurs, ça devenait très facile à intégrer, là où avant, bon, infernal, franchement. Voilà. Et du coup, moi, en tant que développeur, c'est hyper simple à intégrer. Là, toi, tu me dis que tu étais quand même en train d'aider des gens, donc j'imagine que c'était pas pour les cas simples où oui. j'intègre l'API, c'était des cas plus complexes que ça. Mais c'était quoi Bah exactement? c'est aussi intégrer l'API, mais Ok. par exemple, quand tu es une plateforme qui a des flux monétaires dans plein de pays différents, que tu vois, en fait, le côté monétaire et tu vois toutes les règles qu'il y a autour de ça, enfin, du point de vue de la banque et enfin, genre possède la transaction, tu vois, tout ça, c'est des trucs qui sont assez complexes. Et donc après, pour implémenter aussi ces différents flux monétaires, ça peut être assez compliqué. Donc même si tu veux faire des souscriptions, tu vois, t'as un truc super classique où juste bah tu vends un plan et c'est un plan mensuel et c'est tout. Tu peux te faire cette question, mais t'as aussi plein d'autres trucs qui vont autour. Donc il y a pas mal de trucs à faire quand même. Ok. Et du coup, Solution Architect t'aide les clients à faire ça. Et en fait, donc c'est ça aussi qui m'a permis de rejoindre OpenAI après. Donc on arrive vers la fin là de de mon résumé de parcours, qui était un peu long. Non, non, c'est très bien. Vas-y. Mais du coup, j'ai en fait, OpenAI, j'ai vu ce qu'ils faisaient. Alors, pas très original, hein, j'ai commencé à m'y intéresser vraiment quand ils ont sorti ChatGPT. Je connaissais un peu avant, enfin, j'avais vu, GPT-3, enfin, j'avais un peu suivi, tout ce qui permettait de faire. Même, je crois que le tout début, je crois que GPT-2 même, c'était quand je faisais ma start-up, et je commençais à m'y intéresser pour faire des mails automatiques, et cetera. Ok. Mais du coup, je les connaissais de loin. C'est vraiment quand ChatGPT est sorti que là, je me suis dit: «Waouh, ça change ma vie». Enfin, vraiment moi, heu, enfin, donc du coup, chez Stripe, je faisais quand même pas mal, je sais pas, de petits side projects, sur le côté. Et donc je codais encore beaucoup, même si dans mon rôle de solution architect, enfin, je codais aussi, mais moins. Mais je faisais pas mal de développement web, et cetera, à côté. Et du coup, en fait, ChatGPT, ça a complètement changé ma vie en tant que développeuse, et j'ai trouvé ça magique et je me suis dit: «Ah, faut absolument que je travaille chez OpenAI». Sauf qu'à l'époque, ils avaient pas trop de postes en Europe, mais ils venaient d'ouvrir un bureau à Londres. Et donc j'ai contacté un peu des gens, j'ai eu la chance, d'en avoir un qui était le seul solution architect en Europe qui m'a répondu. Il m'a dit: «Bah, écoute, ça tombe bien, dans quelques mois, on va ouvrir un poste de solution architect à Londres. Donc si tu es partante pour, déménager à Londres, bah, postule». Et donc j'ai postulé, et donc ça s'est très bien passé. Donc le fait, en fait, vraiment d'avoir fait solution architect chez Stripe Mhm. avant, c'est ça, je pense, qui m'a permis d'avoir, le job, avec aussi le fait que j'avais, de l'expérience en IA, avec mon expérience chez Microsoft. Et aussi, ils aimaient bien les expanders. Donc voilà, tout Ok. mon parcours, en fait, m'avait un peu aidé à avoir, ce job. Et donc j'ai rejoint OpenAI. Ouais.
Et Stripe a hyper Vas-y. bonne réputation aussi, globalement. Oui, Et je alors crois qu'il y a pas mal de gens de Stripe qui sont partis chez OpenAI. oui, 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 tout à fait. À l'époque, il y avait quand même beaucoup, beaucoup D'ailleurs, il y a un des d'ex-Stripe, donc je pense que ça a cofondateurs aidé. de, ouais, un des cofondateurs Ouais, de OpenAI Greg, qui est un ouais. ouais, voilà, qui est cofondateur de Stripe aussi. Greg Oui, Brookman, c'est ouais, ça? Ouais, ok, exactement. trop bien. Donc ouais, pas mal d'ex-Stripe, donc clairement ça a aidé. Mais aussi je pense que le fait, en fait, je me suis un peu remise dans tous les trucs que je connaissais quand j'étais chez Microsoft. Enfin, tu vois, tout ce qui était, comment tu manipules des données, enfin, ouais, tout ce qui était pre-processing, post-processing de data, tout ça, c'était encore très d'actualité quand j'ai rejoint OpenAI. Plus trop maintenant parce qu'il y a moins besoin, mais donc ça m'a beaucoup aidé en fait, mon expérience, en IA, d'avant. Et donc je les ai rejoints en novembre 2023, donc ça va faire bientôt 2 ans, au bureau de Londres. Et donc du coup, quand j'ai rejoint le bureau de Londres, heu, c'était vraiment tout petit. Enfin, il y avait, une vingtaine de personnes. C'était le seul bureau en Europe. Il y avait très peu de solutions architectes. En fait, j'étais la 2e en Europe, après la personne qui m'avait, aidée en me disant qu'ils allaient bientôt recruter. Et on était, je crois, 3 dans le monde à ce moment-là. Enfin, c'était vraiment une toute, toute petite équipe. Et enfin 3 sans compter notre manager. Et du coup, j'ai commencé à travailler avec, plein de clients, notamment des clients européens. Enfin c'était super cool franchement. Ils étaient vraiment, un peu les early adopters de l'IA Mm. générative. Enfin, tu vois, je pense à Spotify, Klarna, Booking, tu vois? Enfin, ils faisaient vraiment des trucs, super cool. Donc j'ai vraiment appris plein de trucs, Tu peux quand me donner peut-être j'ai ces clients. un cas d'usage exemple chez un client, je sais pas, chez Spotify, et toi, ton rôle exact là-dedans? Ouais, donc Spotify après, enfin, ils ont fait plusieurs projets avec nous. Je sais plus lesquels sont sont partagés publiquement, mais enfin, je sais que moi, je les ai aidés sur un sujet un peu de modération, mais ils ont fait de modération des podcasts, mais ils ont fait des choses comme, automatiquement traduire, des podcasts dans une autre langue, mais avec la voix du speaker. Alors ça, moi, c'était Ok. avant que j'arrive, ce projet-là. Donc je les ai pas trop aidés là-dessus, mais bon, je les ai aidés sur, plusieurs, sujets, plus ou moins gros. Après Klarna, pareil, ils avaient plein de sujets différents, mais je pense que le sujet sur lequel ils sont le plus connus, donc encore une fois, je vais pas prendre tout le crédit parce que ce travail avait commencé là avant que j'arrive, mais le truc le plus cool qu'ils aient fait, c'est qu'ils ont complètement, enfin pas complètement, mais ils ont beaucoup automatisé leur service client. Donc il y a un article qui a été publié là-dessus et ils ont gagné, énormément, énormément de temps. Ils ont réussi à processer, je crois que c'était, l'équivalent de 300 ou 600 000 tickets en backlog, en très peu de temps, en fait, parce qu'ils avaient en fait, ils avaient beaucoup, beaucoup, Klarna, ils beaucoup font quoi de déjà? ils permettent de payer en plusieurs fois. Et donc maintenant, ils ont évolué en beaucoup plus que ça, mais le truc principal, c'est vraiment, comme un Alma, en fait, en Ouais, France c'est ce que où, j'allais dire. tu vois, tu peux payer avec l'Arma, mais ils ont tout un côté un peu e-commerce où, en fait, ils proposent directement d'acheter depuis leur plateforme et donc énormément de tickets de service client. Et en fait, il y en a beaucoup qui pouvaient être traités automatiquement. Donc après, ils ont encore, des humains, bien sûr, qui vont, vraiment traiter les cas les plus difficiles. Mais donc ça a été un peu le pionnier de l'automatisation du customer service, par l'IA. Mais bon, ils ont fait, d'autres trucs cool, et voilà, et Booking pareil, assistant de virtuel. Enfin, c'était vraiment, super cool de travailler avec tous ces clients. Mais en fait, après, je me suis rendu compte que le truc qui me plaisait le plus, c'était pas forcément de travailler en one to one avec les clients, c'était, de créer, en fait, des assets, donc par exemple, du code qui soit réutilisable et de partager ça avec, plein de personnes plutôt que de faire que du one to one. Et donc du coup, j'ai commencé à faire de plus en plus ça, à builder des démos, que je partageais après avec, tous les gens, de notre équipe, et que je parfois, qui étaient aussi partagés à des événements qu'on faisait. Et donc c'est comme ça que, en fait, je me suis intéressée au rôle, de développeur, experience engineer. Donc Ok. en fait, à l'époque, l'équipe, développeur expérience, c'était Romain Huet, donc mon manager qui avait pris cette équipe. Et en fait, l'équipe était,
au tout début, c'est-à-dire qu'il y avait juste lui. Mais du coup, je lui ai dit: «Eh, ce serait cool, si je pouvais, rejoindre ton équipe». Donc du coup, c'est comme ça que j'ai fait la transition donc il y a plus d'1 an, donc en juillet de l'année dernière. Et donc maintenant mon rôle, c'est vraiment de créer des choses qui peuvent être utiles d'une manière ou d'une autre pour les développeurs qui OK. utilisent OpenAI. Donc ça passe par plein de choses différentes. On était beaucoup, heu, ouais, impliqués dans l'écriture de la documentation, jusqu'à récemment. Là, on essaye de déléguer ça un peu, à une autre équipe, mais du coup, c'est surtout, ouais, créer des démos qu'on partage Ouais, des cas notamment, d'usage, en en fait, open concrets, source. quoi. Ouais. Ouais, mais même du code que les gens peuvent juste cloner sur GitHub et tester, quoi. Et Donc qui va utiliser l'API, en fait, c'est ça, à chaque fois l'API ou ouais, la librairie ou machin, et cetera. Par exemple, on en parlera après, mais vous avez sorti un modèle open source, donc en fait, tu fais une librairie pour utiliser ce modèle, enfin, ouais et exactement, justement, c'est une super transition, j'allais dire, qui OK. utilise l'API, à part quand c'est justement, le modèle open source qui est sorti il y a pas longtemps, il y a 1 mois. Je crois que c'est OK. 1 mois pile, à OK. l'enregistrement de ce podcast. Et du coup, c'est en fait, là, pour le coup, notre équipe a été très impliquée. Enfin, par exemple, mon collègue et même, Romain, enfin, moi, j'ai aidé un peu, pour le launch, mais tout le travail de fond, en fait, j'ai un collègue qui a énormément produit de Ouais. contenu, créé du code pour pouvoir, justement, faire tourner ces modèles open source, en local, qui a aidé tous les providers qui proposent, en fait, d'utiliser ce modèle open source à l'implémenter de la manière, qu'il faut. Et ouais, il a sorti, une quantité de contenu, incroyable, sur comment utiliser ce modèle. Donc notre équipe peut servir à ça, mais sinon c'est aussi, ouais, donc inspiré avec des démos. Là, récemment, on a sorti un truc qui me tenait énormément à cœur, qui est le développeur, website. Enfin, c'est developers.openai.com. Donc c'est, un site en fait qui regroupe toutes nos ressources pour les développeurs, donc notamment, les sample apps qu'on a sortis sur GitHub, les vidéos qu'on a publiées pour les développeurs et il y a aussi, ce qu'on appelle des learning tracks, donc des sortes de tutoriels en Formation, fait quoi. Ouais. ouais, c'est ça, qui te prennent vraiment, par la main pour t'expliquer de A à Z, un sujet. Donc par exemple, comment, builder des agents avec, les technologies d'OpenAI, comment aller en production, comment optimiser les modèles. Et donc en fait, on a plein de ressources sur le sujet, mais elles sont un peu éparpillées et donc si tu sais pas quoi chercher, en fait, tu vas pas forcément, savoir où regarder. Donc là, l'idée, c'est, tu pas besoin de chercher, en fait, on te dit, voilà ce que tu dois savoir et Ouais. voilà les ressources, Pour associées. le faire. OK. Ouais, OK, trop bien. donc Donc tu as transitionné donc de solution architecte où tu es en face du customer, il a un use case et toi tu lui expliques comment utiliser et cetera, donc potentiellement tu refais à chaque fois. Mais en fait là derrière tu as transitionné sur du developer relation où là c'est plutôt tu es en amont de ça, c'est-à-dire tu dis voilà les outils qu'on a, tu fais des démos, tu montres un petit peu aux gens comment bien l'utiliser et en fait tes clients entre guillemets, c'est carrément les développeurs. C'est-à-dire que maintenant c'est les ouais, développeurs qui exactement. vont directement en fait, c'est presque les développeurs, ils deviennent les solutions architectes dans leur boîte parce qu'en fait, tu leur as déjà montré comment faire sur plein de cas, peut-être un peu plus standard, quoi. Il y a toujours des solutions Ouais, architectes. bah, c'est le truc idéal, c'est exactement ça. Du coup, ouais, c'est tu passes vraiment du one to one au one to many. Et donc il y a aussi le côté rencontrer les développeurs, être, un peu sur le terrain. Donc là, je suis la seule en Europe qui fait, enfin qui est dans l'équipe. Donc du coup, c'est aussi un peu mon rôle, de représenter les développeurs en Europe. Donc ça passe par, aller les voir à des events, aussi organiser des events, des hackathons, des choses comme ça, récolter leur feedback et juste parler avec, je sais pas, des développeurs, qui ont un problème particulier et essayer de faire remonter tout ça à l'équipe Ouais. produit. Donc notre équipe, elle travaille, elle est très proche de l'équipe produit. Donc c'est pour ça, on est vraiment impliqués à plusieurs niveaux. Donc il y a le côté, aider avec, tous les launchs. Donc quand il y a un launch, par exemple, GPT-OSS, GPT-5 dont on va parler, on fait ce qu'on peut pour aider. Là, tu vois, pour GPT-5, notre équipe, a produit des exemples de ce que GPT-5 pouvait, coder en one shot et donc on a aussi, fait un peu l'endroit pour partager ça. Hem
pour GPT-OSS, comme je te disais, il y a énormément de choses à faire pour que les gens puissent l'utiliser correctement. On a aussi, enfin c'est pas que notre équipe, il y a un ingé content d'une autre équipe qui m'avait, enfin qui a aidé là-dessus, mais on a fait aussi un website gptoss.com qui permet justement de chatter en direct avec les modèles open source. Comme on n'a pas d'API, c'est pas dans le chat Ouais, GPT. ouais, tu fais une petite démo, ouais, OK. Exactement. Et ouais, dès qu'il y a un launch, tu vois, on peut aider soit à faire des démos, soit à produire du contenu. Tu vois, le launch Imagen, j'avais fait une petite vidéo. Enfin, c'est tout ce qui Ouais. peut aider en fait les développeurs à comprendre comment ça marche. Et donc, GPT, OSS, il a quoi de particulier? Alors c'est 2 modèles. Il y a GPT-OSS 20B et GPT-OSS 120B. Donc c'est 2 modèles qui sont de tailles différentes. En fait, le 20B et 120B, c'est la taille du modèle. Et donc GPT-OSS 20B, il est assez petit pour, heu, pour tourner sur un laptop, pas spécialement, puissant. Enfin, il faut quand même avoir un minimum, mais tu vois, ça peut tourner avec 16 gigas de RAM, sur direct sur ton laptop. Donc ça déjà, c'est vraiment cool. Mais en fait, ce qui le rend incroyable, c'est que ce modèle-là est très puissant et il est comparable, selon les tâches soit au 4 mini, soit au 3 mini. Donc qui sont, nos modèles, enfin au 3 mini du coup c'est plus le dernier. Au 4 mini c'était le dernier modèle en reasoning avant GPT-5. Donc ils sont quand même très puissants et celui qui fait 120B, donc le plus Juste gros. 120B, c'est 120 billions, en fait, c'est le nombre de paramètres, Oui, c'est c'est 120 ça, milliards de paramètres, exactement. 120 milliards de paramètres. OK, OK. Ouais, c'est ça. Et donc, ce modèle-là, alors tu peux pas le faire tourner sur ton laptop, à part, si tu as Un un data laptop center, donc. extrêmement puissant. Non, non, mais mon collègue, mon collègue Dom justement qui a buildé tout ce contenu autour de GPT-OSS, il a fait changer son laptop et je sais plus combien de RAM il avait, mais c'était, genre 132. Enfin, il avait un laptop qui permettait de faire tourner ce modèle. Donc c'est possible, mais en général, c'est pas comme ça que tu vas le faire. C'est pas comme ça que tu vas Ouais, c'est plutôt, l'utiliser. ouais, ouais, OK. Tu vas l'utiliser, ouais, dans le cloud, enfin, mais je crois que ça peut tourner sur une, H100, donc c'est enfin H100, c'est quoi? une C'est les cartes, ouais, carte, graphique, qui OK. permet justement de faire tourner les modèles, enfin, mais le fait que enfin, c'est pas non plus trop gros, mais bon, c'est trop gros pour le faire tourner sur, ton laptop, à moins Ouais. d'avoir un Non, laptop mais le cas vraiment, d'usage normal, c'est plus un cas d'usage entreprise qui le met dans le cloud pour faire des exactement. services internes avec un modèle open source. Alors que l'autre, tu dis, bon, ça peut être un usage moins gourmand ou c'est un usage toi sur ton laptop parce que tu vas l'utiliser en local pour des tâches à toi. Ouais, c'est ça. Par exemple, si tu es dans l'avion et que tu as pas de réseau, bah, tu peux utiliser, notre modèle pour, t'aider à coder, j'en sais rien, enfin, il est très bon en coding, enfin les 2 modèles sont excellents et du coup le plus gros, il est, presque au niveau de O3, qui est notre meilleur modèle de reasoning. Donc, encore une fois, GPT-5 est venu après, mais le dernier modèle de sa catégorie. Donc c'est vraiment des modèles qui sont, très puissants, et donc qui sont complètement, alors on dit open source, mais c'est plutôt open weight. Donc open weight, ce que ça veut dire, c'est que les poids sont disponibles publiquement. Tu peux faire ce que tu veux avec. La licence est très permissive, c'est-à-dire que tu peux l'utiliser pour, des use cases, commerciaux. Enfin, il y a pas de limite, en fait, sur comment tu peux l'utiliser. Voilà, tu en fais ce que tu veux. Tu le Et download, tu peux le fine-tuner, tu peux tu peux le fine rentraîner tuner, ouais. par-dessus pour, OK, pour tes Ouais, cas d'usage. exactement. Tu peux le réentraîner, tu peux le mettre où tu veux, donc soit en local, soit justement tu peux le mettre sur, bah, tes propres serveurs, qui sont dans le cloud, ou non. Mais en fait, ça te permet vraiment d'utiliser cette puissance, ces modèles qui sont ultra puissants sans nous envoyer tes données nulle part. En fait, c'est toi qui Mmh. contrôles, OK. tout ce que tu fais avec. Donc pour tous les use cases où en fait, bah, tu ne peux pas envoyer les données ailleurs, notamment dans la santé, dans la défense, toutes ces choses-là, en fait, les modèles, open weight sont indispensables. Donc
là, on va pouvoir adresser ces use cases qui auparavant n'étaient pas possibles. Parce que on a déjà des choses qui permettent de limiter en fait l'exposition des données. Par exemple, on propose le fait d'avoir zéro data retention, ça veut dire ne pas stocker les données qui nous sont envoyées par API. On a aussi des serveurs en Europe pour si les clients ne veulent pas envoyer leurs données aux US. Donc tout ça, ça existe déjà, mais tu as des use cases où vraiment tu ne peux pas utiliser une API. Tu es obligé d'avoir le truc sur un serveur fermé, voilà. Donc c'est hyper intéressant, enfin hyper cool d'avoir sorti ça. Déjà le jour de la sortie, c'était les 2 modèles les plus trending sur Hugging Ouais, Face. ouais, tu Donc m'étonnes. on a beaucoup collaboré avec Hugging Face justement pour ce launch. Donc c'était trop cool de Juste travailler Hugging avec eux. Face, pour ceux qui connaissent pas, tu peux peut-être expliquer? Oui, alors Hugging Face, alors c'est une plateforme qui ils font plein de choses. Ils font plein de choses, mais ils sont surtout connus pour être un peu le le repository en fait de plein de modèles open source, plein de datasets. Ils ont aussi des outils, par exemple des librairies qui te permettent d'utiliser ces modèles. Donc ils font plein de choses. Ils font aussi des sortes de ce qu'ils appellent des spaces où tu peux en fait créer du code qui est un peu du code de démo qui utilise ces modèles. Enfin, il y a un peu, c'est un peu le hub des gens qui travaillent avec des choses open source. Ouais. Ouais. Mais c'est un peu, moi je le décrivais un peu comme le GitHub de l'IA, sauf qu'effectivement, comme tu le dis, ça va plus loin. C'est-à-dire que c'est pas juste storer le code, en fait, c'est storer des modèles pour les exécuter. Ils ont des partenariats derrière pour que en fait, tu peux vraiment exécuter ton code, tes modèles Ouais. dessus, en fait. C'est ça que tu peux faire. Donc, C'est tu as un ça. peu des Bah, serveurs justement, pour tout ça. le site GPT-OSS, justement, on utilise leur API. Et après, derrière, ils s'appuient sur des inference providers, donc c'est-à-dire d'autres entreprises qui vont faire tourner les modèles sur leur serveur, mais eux, en fait, ils font un peu le routeur entre tous ces providers, et puis ils te donnent en fait l'endpoint qui te permet d'accéder à ça. Donc, on utilise Hugging Face. Et justement, sur le site gptoss.com, tu peux sign in with Hugging Face pour utiliser ton compte Hugging Face, pour utiliser nos modèles, mais via les expérience providers qu'ils proposent. Ok, trop bien. C'est des fondateurs français, je crois, Kingface aussi. Oui, 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 c'est ça. C'est une entreprise française. Et alors, question quand même pour toi, parce que pendant un moment, OpenAI était pas trop pour les modèles open source, il me semble. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé ou... Alors, c'est pas qu'on n'était pas pour, en fait, c'était que en fait, on a toujours fait très attention à la safety, donc Ok. à la sécurité. Et en fait, avec les modèles open source, forcément, c'est plus difficile d'être safe parce que Tu bah, maîtrises tu pas. donnes Ok. accès au modèle et tu maîtrises pas ce que les gens font après, font avec. Donc en fait, tu vois, ils peuvent utiliser les modèles open source qui sont pas très sûrs pour faire des choses qui sont potentiellement dangereuses. Donc en fait, on a commencé avec l'open source, hein, enfin GPT-2, c'était open source, mais c'est, en fait, on savait pas comment concilier les 2, mais on n'a jamais dit qu'on voulait pas faire de modèle open. C'était plus pour des raisons en fait de safety. Et donc là, avec GPT OSS, on a réussi à trouver un moyen de rendre ces modèles quand même sûrs, avec beaucoup de. Enfin, on a fait ce qu'on appelle du post-training. Donc c'est que Ok. tu entraînes les modèles enfin une fois qu'ils ont déjà tout appris, etc. Tu les entraînes à avoir des comportements particuliers. Et donc, on a réussi à les Toute la rendre partie sûrs. modération, en fait, c'est ça. Toute la partie modération, Exactement, là, elle est intégrée dans le modèle open source. c'est ça. Alors, c'est un parti pris. Je sais qu'il y a des entreprises qui ne font pas ça, qui veulent avoir le moins de modération possible et que le modèle puisse faire n'importe quoi. Mais On va pas OpenAI, les citer. ouais. Non, mais notre position, c'est que voilà, on a envie de pouvoir permettre tous ces use cases open source, enfin qui ont besoin d'un modèle en fait Hmm. qui run de manière indépendante, mais on fait quand même très attention à la safety. Et donc là, on a réussi à le faire, mais c'était un travail faramineux de la part enfin c'est un très gros effort de nos chercheurs, de tout le monde pour pouvoir rendre ça possible. Et donc maintenant que c'est possible, on l'a fait. Est-ce que enfin, on va voir en fait
Les Si retours. Ouais. on continue, enfin voilà, en tout cas là on a voulu faire ça, on a fait, beaucoup d'investigations avant de le faire. On a fait des sessions, où on a écouté en fait, beaucoup d'acteurs de la communauté open source pour savoir un peu ce qu'ils voulaient, ce qui était important pour eux. On en a fait, une personne en présentiel à San Francisco, et on en a fait en Europe et en Asie en virtuel, où, en fait, on voulait vraiment prendre les retours de la communauté, savoir ce qui était important pour eux. Donc voilà, on a tout ça en tête, et donc on va voir comment ça évolue, quoi. OK, trop bien. Et donc GPT-5, parce que GPT-5, ça fait beaucoup parler en ce moment, donc Oui. qu'est-ce qui se passe avec GPT-5? Raconte-moi. Alors, GPT-5, donc c'est sorti en août, alors littéralement 2 jours après GPT-OSS. C'était une semaine très chargée, donc j'étais à San Francisco justement, pour le launch, et c'était un peu la folie. Enfin, on a sorti les 2 trucs, les plus attendus, de l'année en une semaine, donc c'était assez marrant. Ouais, Mais c'est ouais. Donc GPT-5, en fait, donc c'est, notre modèle le plus performant sur, plein de benchmarks, sur plein de use cases différents. Mais en particulier, il a été, hem, pensé pour, enfin, il n'a pas été pensé que pour ça, mais un truc sur lequel on a porté beaucoup d'attention, c'est le coding. Donc le fait de pouvoir générer du code, pas juste qu'il soit, correct et qu'il fonctionne, mais aussi qu'il soit, «tasteful» entre guillemets, donc du code qui soit, enfin qui soit avec, un certain, goût. Enfin je sais pas non, trop, mais en comment dire fait, en français, qui mais ouais, ouais, mais qui reçoit enfin, en fait, qui soit adapté aux pratiques de développement, en fait, c'est ça, qui ouais, soit pas c'est juste ça. fonctionnel, quoi. Ouais. C'est ça, et qui, par exemple, notamment sur le front-end, en fait, on a fait un bond énorme. Donc, c'est pour ça qu'on avait publié, les exemples de code de ce que GPT-5 avait one shot, parce que en fait, tu vois les interfaces, et c'est vraiment impressionnant ce qu'il peut faire. Donc il est vraiment, très bon dans plein de domaines, et notamment sur donc le code, mais aussi sur le côté, instruction following, donc c'est-à-dire suivre les instructions, que tu lui donnes très précisément. Ça permet aussi d'avoir, des choses comme, le fait qu'il ait plus, de confiance, donc il va avoir moins d'hallucinations, que nos autres modèles, parce il va moins, répondre à des choses qu'il ne sait pas. Et aussi, il est très bon sur, ce qu'on appelle les long running agentic tasks, donc les tâches, agentiques qui durent dans le temps, donc notamment avec plusieurs étapes, et cetera. Il y a un benchmark, qui a été créé qui permet en fait, de tester les modèles sur des scénarios de customer service. Donc, tu vois, des scénarios où tu dois prendre plusieurs actions, où il va y avoir, plusieurs, chemins possibles, et cetera. Et donc il est très bon sur ça. Juste là, Il y a Katia, eu Ouais, l'enjeu, c'est que on est sur des sujets où en fait l'agent, donc l'IA, elle doit prendre plein de décisions enfin, consécutives. Donc donc plus c'est long, plus tu as de chances que le modèle à un moment dérive, et plus il c'est ça. dérive, plus c'est n'importe quoi à la fin. Donc c'est pour ça que là, si tu arrives à le rendre plus précis tout le long, c'est quand même hyper intéressant, parce qu'il y a des choses que tu peux tout simplement pas faire avant, que tu peux faire maintenant. C'est ça l'idée. C'est ça, c'est ça. En fait, plus on va dans, les agents qui sont compliqués, on peut peut-être revenir, 3 secondes sur ce que sont les agents, mais Ouais, peut-être, vas-y, enfin ouais, ouais, c'est bien. ah ouais, parce que c'est un peu un buzzword en ce moment. En fait, un agent, définition simple, c'est une IA, enfin un système IA qui a des instructions, qui a des outils qu'il peut utiliser, et qui a ce qu'on appelle des guardrails, donc un peu enfin quelque chose qui va lui dire comment se comporter, et ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et donc les outils, c'est aussi ce qui va permettre, aux agents, d'interagir avec des systèmes externes ou internes, de prendre action en fait, pour l'utilisateur. Et en fait, on passe d'un monde où c'était beaucoup d'IA conversationnelle, où en fait c'était plus un chat où tu vas poser des questions, l'IA va te répondre, à, un monde où en fait l'IA va prendre action pour toi, donc va faire des choses à ta place. Et ça change beaucoup de choses. Et donc là, enfin, tu vois, enfin, il y en a déjà pas mal, mais en gros, c'est ça qui va vraiment rendre l'IA très utile, parce que c'est pas juste de la consommation d'informations, ça va faire des choses qui vont te faire gagner du temps, en fait, et qui vont faire des choses pour toi,
et voilà. Et donc du coup, ça a été rendu possible, je pense, avec le le nouveau paradigme du reasoning. Donc, c'est quelque chose qui a été introduit, je crois que c'était fin d'année dernière, avec O1, qui était notre premier modèle de reasoning. Et en fait, le reasoning, c'est quand les modèles, ils vont penser avant de produire la réponse finale. Et donc ça change beaucoup de choses parce que en fait, ça te permet d'arriver à des résultats beaucoup plus aboutis, puisque, au lieu d'avoir le modèle qui te enfin, tu vois, tu vas lui demander quelque chose et il va te dire le premier truc qui lui passe par la tête. Il va en fait faire comme nous, tu vois, quand on a un peu notre dialogue interne, se dire: «Ah, est-ce que c'est ça? Non, ça marche pas. OK, je vais un peu, explorer une autre hypothèse et ah ouais, ça a l'air pas mal». Et donc en fait, ça a permis d'arriver à des résultats beaucoup plus sûrs et beaucoup plus, puissants, parce que, il y aura toute cette étape en fait de réflexion interne. Et donc ça, en fait, c'est un peu ce qui a permis de créer des agents qui pouvaient vraiment faire des choses, et tu peux compter sur eux, quoi. Parce qu'avant, c'était très, aléatoire, enfin, tu vois, il y avait beaucoup de vérifications, enfin, voilà, c'était juste moins puissant. Aujourd'hui, en fait, c'est possible grâce à ça. Et donc Comme il se fait un GPT-5. ping-pong interne, en fait, il arrive un peu mieux à converger vers une bonne réponse en Exactement. s'autocritiquant un peu, en fait. C'est ça, c'est ça. OK. Et du coup, GPT-5, alors déjà, GPT-5, en fait, c'est pas un modèle, c'est un ensemble de modèles. Et donc le truc aussi qui est nouveau avec GPT-5, c'est que, alors, en fonction de si tu l'utilises via API ou si tu l'utilises, dans ChatGPT, c'est différent. Mais par exemple, dans ChatGPT, on va automatiquement router ta question vers, le modèle le plus adapté. Donc avant, tu sais, tu as un modèle picker, dans ChatGPT, donc un truc qui te permet de choisir le modèle. Par défaut, c'était GPT-4o, mais si tu voulais un peu plus de puissance, que tu voulais poser une question un peu, complexe, tu pouvais prendre O3, par exemple, notre modèle de reasoning. Si tu veux aller très vite et que tu sais que c'est une question, très simple, tu peux prendre, 4O mini, mais tu devais faire ce travail toi-même et en fait, la plupart des gens ne le faisaient pas. Donc à part les power users qui connaissent un peu ce truc, tu avais tout le temps GPT-4o, donc si tu avais des trucs un peu complexes, tu avais pas forcément une réponse, adaptée. Avec GPT-5, en fait, dans ChatGPT, tu as un mode auto. Alors on a changé un peu de ça, on peut revenir dessus après, mais tu as un mode auto qui va router vers, le bon modèle. Donc est-ce que en fait, on va mettre, un modèle très puissant parce que c'est une question complexe, ou est-ce qu'on peut aller très vite parce que c'est une question super simple? Et aussi qui va déterminer le temps de raisonnement nécessaire. Encore une fois, en fonction de si ta question est difficile ou pas. Oui, je l'ai vu ça, Hem, effectivement. Tu poses la question et de temps en temps, tu as la réponse directe et de temps en temps, il dit: «Attention, je vais prendre le temps de réfléchir», en fait, ce que c'est ça. effectivement tu voyais pas avant, ouais. OK. C'est ça. Et du coup, en fait, je pense que quand GPT-5 est sorti, il y a eu un peu un backlash, enfin les gens se sont plaints parce que justement on s'est dit: «OK, on a fait ce truc automatique, donc on va enlever la possibilité de choisir le modèle». Et donc du coup, beaucoup de gens ont réagi négativement à ça parce que, bah, aussi déjà au moment où c'est sorti, en fait, GPT-5 avait, une personnalité, on va dire, différente de GPT-4o à laquelle, la plupart des gens étaient habitués. Quand tu dis Et une donc en fait, la personnalité, c'est cette espèce de post-training pour lui exactement. donner une façon d'être très poli, par exemple, ou ce genre de choses, quoi. C'est exactement ça. Donc en fait, c'est vraiment le comportement du modèle. C'est effectivement quelque chose qui arrive au moment du post-training. Mais du coup, tu vas apprendre au modèle à réagir d'une certaine façon. Et donc GPT-4o, il était, d'après, les utilisateurs justement qui se plaignaient, il était beaucoup plus chaleureux que GPT-5 qui était un peu trop, sec. Et OK. donc ça a pas plu à beaucoup de gens. Sachant juste, Et Katia, après. que moi, il y a un truc qui est entre guillemets «cool», c'est que justement, ChatGPT, le 4o, il était tellement chaleureux que des fois, c'est là, il te dit «oui» alors qu'il devrait te dire «non», il te dit presque jamais «non», tu vois? Alors que maintenant, il te Ouais, dit: «Pas tout à fait, attends, tu as dit une connerie, attends», tu vois? Moi, j'utilise beaucoup souvent pour vérifier les trucs, il dit: «Ah non, c'est pas tout à fait exact», alors qu'avant, j'avais l'impression qu'il me disait jamais trop que c'était pas exact, tu vois? Il me disait un peu: «Non, mais alors, tu as raison, mais». ç ça, c'est un problème justement dont on s'est rendu compte un peu plus tôt cette année. Je sais plus quand c'était, je pense en mai, quelque chose comme ça, où en fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, GPT-4o était un peu trop, hem, enfin, il essayait un peu trop d'aller Conciliant, dans quoi. ton sens. Ouais. Ouais, exactement. Et donc du coup, il peut y avoir plein de problèmes qui arrivent avec ça. Donc dès qu'on s'en est rendu compte, on a,
Enfin, on a réagi ultra vite. Tout le monde était sur le coup pour justement faire une nouvelle version du modèle qui n'avait pas ce problème-là. Donc, euh, donc effectivement, c'était le cas à un moment. Maintenant, on fait très attention à ça. Justement pour éviter les situations où en fait juste le modèle essaie de se faire plaisir. En fait, parce que tu vois, si on se base juste pour entraîner nos modèles sur ce que les utilisateurs disent qu'ils aiment. Tu sais, Bien je sûr. sais pas si tu as déjà eu ça, mais dans ChatGPT, tu pouvais avoir un Oui. moment deux réponses et tu pouvais voter pour ta préférée. Bah forcément, en fait, tu vas converger vers quelque chose où en fait le modèle il va tout le temps dans ton sens parce que les gens ils sont contents de que le modèle leur dise qu'ils ont raison. Donc c'est un peu comme ça qu'on est arrivé à ce problème. Mais dès qu'on s'en est rendu compte, on a changé ça pour avoir quelque chose qui était beaucoup plus, enfin, ouais, qui avait pas ce problème et qui justement allait être beaucoup plus mesuré dans ses réponses. Et pas essayer juste de faire plaisir à l'utilisateur. Et donc GPT-5 par contre pour le coup était très, enfin d'après les gens sur internet, beaucoup plus froid. Et donc du coup on a aussi un peu changé GPT-5 pour être un peu plus chaleureux aussi. Mais donc il y avait ce côté-là, mais il y avait aussi le côté, comme les gens parfois ils prenaient O3, O4 mini et que ils avaient l'habitude de réponses super poussées, super précises et cetera. En fait, quand ils ont switché sur GPT-5 en automatique, OK. ils avaient pas forcément la profondeur de réflexion dont ils avaient besoin et donc ils n'étaient pas contents non plus. Donc, ce qu'on a fait, c'est que déjà, on a remis dans le modèle picker le fait de pouvoir choisir GPT-4o, mais aussi le fait de pouvoir dire qu'on veut GPT-5 en thinking. Donc, c'est-à-dire que tout le temps, il va raisonner par défaut et il va pas essayer d'aller vers une réponse simple. Donc ça, c'est une façon d'utiliser qui permet de régler un peu ce problème-là. Et il y a l'API, du coup, en fait, tout ça, c'est des contrôles que tu as à côté de développeur où tu peux dire dès le début, déjà, il y a 3 tailles. Il y a la taille normale, il y a mini, il y a nano. Donc, après, c'est un trade-off d'intelligence versus coût et latence. Plus c'est un modèle petit, plus ça va aller vite et moins ça va coûter cher. Mais par contre, si tu veux des réponses plus poussées, tu vas prendre le modèle plus gros. Et même au sein de ça, en fait, tu as la possibilité de contrôler à quel point le modèle va raisonner longtemps. Donc, en fait, tu as plusieurs un peu contrôles côté développeur pour adapter ce comportement. D'accord. Et en fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de gens l'ont utilisé la version en fait la plus basique, donc sans raisonner et cetera. Donc finalement, ils se sont retrouvés avec un modèle qui était moins bon qu'un O3 ou un O4 mini sur certaines tâches. Et donc je pense que quand tu fais ces ajustements-là, tu vois la différence. Et une autre chose aussi qui est assez perturbante, qui est vrai en fait avec tous les modèles, dès que tu changes de modèle, en fait, il va y avoir une façon de comprendre les instructions Bien différentes. sûr. Donc il faut jamais juste swapper le nom du modèle. Il faut toujours faire des évaluations quand tu fais ton app qui utilise des LLM. Il faut toujours avoir une sorte de set d'évaluation qui te permet de voir en fait avec le nouveau modèle, est-ce que ta prompt marche toujours ou est-ce qu'il faut adapter? Ouais, c'est Et en intéressant ça fait, parce qu'effectivement toi enfin, c'est impossible avec la diversité des prompts de garder, une stabilité globale quand tu réentraînes un modèle. En fait, enfin, je vois pas comment tu peux vraiment avoir un truc où tu forcément en fait, c'est pas déterministe quoi tes prompts. Donc quand tu passes dans ce nouveau modèle, en fait, il faut que tu évalues qu'est-ce qui se ouais, passe? et Un jeu de test en fait, de test de non-régression. ouais, c'est ça. Et en fait, surtout GPT-5, donc je t'ai dit au tout début qu'il était très bon dans le instruction following, donc dans le fait de suivre les instructions très précisément. Mais en fait, ça a backfire, enfin ça s'est Ouais, retourné un peu contre les gens parce que parfois, en fait, GPT-4o, GPT-4.1, qui était notre dernier modèle non reasoning avant GPT-5. En fait, parfois ils interprétaient un peu et donc tu n'avais pas besoin d'être hyper précis sur certains trucs ou alors tu disais des choses mais c'était interprété d'une manière un peu comment dire enfin c'était assez léger en fait la façon dont c'était interprété. Donc du coup, ça permettait d'avoir des résultats qui te plaisaient parce que voilà, le modèle l'avait interprété d'une certaine façon. Sauf ouais, qu'en fait, GPT-5, il va interpréter les choses de manière très précise, donc très à la lettre, tu vois. OK, Donc en fait, si tu as dit un truc qui était un peu ça, mais pas exactement ça, il va se dire: «OK, mais est-ce qu'il voulait dire ça? Ou en fait, est-ce qu'il veut dire ça ou ça ou ça ou ça ou ça?» OK. Donc en fait, il va porter attention aux détails et donc du coup, si tes détails
bah, soit ils sont pas là, soit en fait tes détails ils sont un peu ambigus, tu peux avoir des résultats qui sont complètement différents de ce que tu avais avec GPT-4o ou GPT-4.1. Donc c'est ça aussi qui a un peu créé de la confusion où les gens disaient mais je comprends pas, avant ça marchait super bien, maintenant GPT-5 il part en boucle. Juste pour te donner un exemple, moi j'avais un exemple très simple que je faisais sur le Playground, donc qui est notre manière de tester les modèles via API, mais directement sur notre plateforme. J'avais un exemple qui utilisait Web Search, donc notre outil pour parcourir le web, et un autre outil qui permet en fait de générer du code et d'exécuter du code Python en fait, qui s'appelle Code Interpreter. Et donc quand je le faisais avec GPT 4.1, bah, il faisait juste un call Web Search, un call avec Code Interpreter, et il me donnait ma réponse. Et là, avec GPT-5, il a commencé à faire 5, 6 calls différents. Il a appelé plein de trucs web services différents. Il a commencé à faire plusieurs trucs de code. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je me suis rendu compte que c'est parce que ma question était pas précise. Et donc, en fait, voilà, il a essayé de tester plein de scénarios possibles, etc. Et moi, je me suis dit, oula, non, c'est pas ça que je veux. Mais donc, dans ces cas-là, il faut préciser à GPT-5, fais un seul call ou arrête-toi là. Et je veux pas aller plus loin. Parce que sinon, en fait, il va essayer de chercher différentes manières de faire, etc. Donc c'est assez surprenant, je pense, quand tu fais un switch direct d'un modèle à un autre qui se comporte différemment. Et là, comme on a porté une attention particulière au instruction following, le comportement de GPT-5 a pu surprendre certaines personnes. Ok. Mais ça, tu vois, c'est un enjeu hyper intéressant, je pense même pour la suite, et je suis à peu près sûr que vous devez travailler sur des trucs de ce genre-là, mais en fait, tu as des gens qui vont poser des questions très précises, et tu as des gens qui vont poser des questions ambiguës, mais toi, la question ambiguë, tu vas devoir deviner ce qu'ils veulent, un peu comme aujourd'hui, quand tu fais une recherche Google, il y a tout ton historique qui fait que un mot que tu tapes toi n'a Ouais, pas le même sens. Ben, là, ça va être un peu la même chose à un moment. Euh, Il y a des gens, tu vas quand même être capable de deviner parmi les différentes possibilités qu'est-ce qu'ils attendent avec leurs questions ambiguës. Tu vois, je dirais même les histoires de personnalité que tu décrivais tout à l'heure. Peut-être qu'à un moment, il y a des gens qui ont envie d'avoir un truc très factuel, et puis il y a des gens qui ont envie d'avoir un truc plus chaleureux, et je suppose qu'un jour, on aura des IA qui sont adaptées à ta façon de communiquer avec elles. oui, oui, totalement. Bah, déjà, c'est ce qu'on fait un peu dans ChatGPT. Il y a ce concept de mémoire, donc en fait, on retient quand même un peu ce que tu lui as dit. Après, tu peux aussi customiser l'instruction si tu veux. Après, par API, c'est différent parce que, bah, chaque call API, en fait, est indépendant, donc on va pas forcément retenir tes préférences. Mais je pense qu'il y a aujourd'hui, on a encore besoin de faire, en fait, ce travail de prompting. D'ailleurs, on a sorti ce qu'on appelle un prompt optimizer pour GPT-5. Donc en fait, tu peux rentrer ta prompt et on va te la changer en fonction de ce qu'on sait de comment D'accord. GPT-5 réagit au prompt. Mais effectivement, bien sûr, l'idéal c'est que dans le futur, en fait, tu puisses dire le truc le plus minimal possible et que le modèle, en fait, en fonction de ce qu'il sait de toi, en fonction de ce que tu lui as dit dans le passé, puisse adapter sa compréhension de la prompt. Donc, effectivement, c'est le but et on a déjà commencé du coup à faire ça dans ChatGPT. Ouais, mais ça va être, enfin, ça va être très cool parce qu'effectivement, moi, je vois, tu vois, je prends un exemple bête, mais quand je tape sur Google Ruby, en fait, si je suis développeur, tu vois, c'est pas du tout le même, enfin, ça me sort pas du tout les mêmes résultats si je suis développeur. Ça me sort le langage de programmation, sinon ça me sort une pierre précieuse, tu vois. Donc, Ouais, c'est le genre de truc où quand tu parles, quand tu tapes un prompt, bah, il y a un peu plus de contexte qui facilite le fait de trouver la bonne réponse. Mais malgré tout, tu as d'autres enjeux qui sont que peut-être que moi, je fais toujours des prompts un peu flous, mais en fait, je veux toujours un type de réponse, et il va falloir que l'IA réussisse à comprendre ça parce que bah, il y a ouais, enfin, entre guillemets, autant je pense les développeurs, les gens un peu tech, les power users, ils vont s'adapter, autant la masse des gens, en fait, elle va pas s'adapter. Elle va continuer à poser des ouais. questions peut-être un peu ambiguës, et toi, tu vas. Ouais, c'est ça. Bah, c'est justement pour ça qu'on a voulu faire un peu le truc automatique qui route, parce qu'on sait qu'en fait la grosse Ouais. majorité des gens ils vont juste laisser les trucs par défaut, quoi. Exactement. Non, mais exactement. Mais de toute façon, le routing, je pense que enfin, l'idée, elle est bonne. C'est pas le sujet. C'est qu'après, effectivement, tu dois ménager tous les types de users que tu as et d'encadrer la Exactement. Ouais, customisation, etc. Tu as des habitudes qui ont déjà été prises. Donc, ça, c'est les enjeux. Ok. Bah, ouais. écoute, très cool. Parce que j'avais lu pas mal de trucs, donc c'est vachement plus clair avec ça. Je sais pas s'il y a peut-être d'autres nouveautés d'OpenAI dont on n'a pas parlé, qui sont arrivées cette année, dont tu veux parler, peut-être?
Alors cette année, énormément. On en a vraiment beaucoup, mais je pense que en fait, si je reprends un peu les trucs principaux, on a commencé cette année avec la Responsive API, donc qui est notre nouvelle, API phare pour, pouvoir construire des applications IA et notamment des agents. Donc, cette API, en fait, elle a été pensée pour toutes les nouvelles fonctionnalités qu'on va avoir, notamment le concept de reasoning dont on parlait tout à l'heure. Elle a été pensée aussi pour, la capacité à régler l'effort de reasoning des modèles, pour un monde plutôt multimodal où en fait avant, Chat Completion qui était notre API, précédente, en fait, elle a vu le jour dans un monde où les LLM c'était que, texte à texte, et en fait aujourd'hui les LLM ils peuvent accepter, des images, ils peuvent accepter, enfin il y a plusieurs modalités. Il y a aussi le côté audio, mais là c'est surtout aussi le côté de vision, le fait de de générer aussi, des plusieurs, types de contenus. Donc tu vas avoir du texte, mais tu vas avoir aussi la capacité de prendre des actions, donc j'utilisais des outils. Tout ça, en fait, c'était possible avec, enfin, sauf, le côté ajuster le raisonnement et cetera, mais ou voir aussi le résumé de ce qui se passe dans la tête, entre guillemets, des LLM, quand ils raisonnent. Ça, avec, Chat Completion, on aurait pu la modifier pour, essayer de faire, tenir tout ça, mais on s'est dit en fait autant repartir sur des bases propres et faire quelque chose qui a été vraiment pensé pour, cette nouvelle ère où les modèles en fait peuvent faire beaucoup plus de choses. Et donc du coup ça c'est notre nouvelle API qui est sortie cette année, tout début de l'année. On a sorti aussi des outils, qui sont, built-in en fait que tu peux utiliser, directement en te basant sur, l'infrastructure, d'OpenAI, l'expertise d'OpenAI et sans avoir à coder quelque chose soi-même. Donc par exemple, Web Search qui te permet d'accéder au web, Code Interpreter dont je te parlais Ouais, tout à l'heure qui exécute du code, qui peut même générer des graphes et cetera. On a aussi, un File Search qui est un peu du RAG, donc de la Retrieval Augmented Generation as a ouais. Service. Donc ça te permet en fait d'utiliser les données qui sont, internes, enfin tes données à toi, en fait, tu peux les uploader et après le modèle peut avoir accès à ces données-là. On a aussi un outil qui te permet d'utiliser des interfaces, un peu comme les humains, donc qui va pouvoir naviguer sur des browsers, sur des sites web, cliquer à ta place et cetera. On a sorti aussi de la possibilité de générer des images, de manière, beaucoup plus puissante que ce qu'on avait avant, qui était nos modèles DALL-E. Là, on a sorti ImageGen, un nouveau modèle qui est en fait un LLM, mais qui peut nativement générer des images, nativement comprendre des images. Donc ça, ça change tout parce qu'en fait, c'est pas juste un modèle de génération d'images, c'est un LLM qui comprend le monde et enfin, qui va réfléchir en fait à ce qu'il fait. Et donc ça permet de générer des images beaucoup plus, réalistes ou beaucoup plus, poussées, enfin qui ont en fait Ouais. toute cette connaissance du monde. Et ça, tu l'as en Heu, API, mais pour Qu'il l'utilisateur a en lambda, pays. c'est directement dans ChatGPT. Tu tapes dans ChatGPT, il est Exactement, directement intégré. c'est ça. OK. Mais ce nouveau modèle, c'est quelque chose qu'on a sorti cette année, un peu plus tôt. On a aussi sorti beaucoup de choses sur l'audio, notamment là, on vient de sortir, une update de notre API Realtime, qui permet de faire du speech to speech, donc de faire de l'audio in et audio De out, répondre, ouais. mais nativement, en fait, en real time. C'est-à-dire qu'il y a pas, tu vois, le truc principal, enfin, le truc qui se faisait jusqu'à ce que Realtime sorte, l'année dernière, c'est, en fait, tu vas faire de la transcription de la voix. Ensuite, tu vas générer la réponse avec un LLM et ensuite tu vas avoir, du Du text texte ou to speech, speech. ouais, OK. Et donc ça, c'est cool, mais tu pas ce côté real time, et tu pas ce côté, en fait, compréhension native de l'audio. Donc tu vois, par exemple, si tu rigoles, en fait, tu vas pas transcrire un Oui. soupir, tu vas pas transcrire un rire. Donc en fait, le fait d'avoir ça de manière native, c'est-à-dire le modèle t'entend,
Et le modèle nativement peut générer de l'audio, ça change beaucoup de choses. Mais surtout, il y a beaucoup plus de richesse parce que j'imagine qu'en fait, du coup, il crée des embeddings natifs avec des tokens audio. Et donc, effectivement, il y a différents types de rires que tu peux pas forcément transcrire à l'écrit. C'est un exemple. Ça, et donc, effectivement, tu peux avoir un rire sarcastique, tu peux avoir un rire Exactement, tu ouais. vois, qui fait peur. Enfin, tu peux avoir plein de. Et donc, du coup, ça évite d'avoir des espèces de sous-titres. Alors, ah ah ah, rire C'est ça. qui fait peur, j'en sais rien. Donc, effectivement, ça doit Ouais. être assez juste comme truc. Okay. Ouais. Cool. Et du C'est coup, je ça. vais te Mais du parler coup, dans ouais, pardon. l'interface, j'ai jamais fait gaffe. Il y a un petit micro, tu peux parler directement à ChatGPT, il te répond en audio. J'ai jamais essayé ça. Oui, oui, c'est possible dans ChatGPT, tout à fait. Mais ça, du coup, ça existe depuis l'année dernière, depuis octobre, depuis début de l'année dernière. Mais là, on vient de sortir il y a une semaine ou deux. Bon, il y a très peu de temps, on a sorti une nouvelle version qui rend le truc beaucoup plus robuste en fait. Donc, maintenant en fait, on a travaillé avec des entreprises qui voulaient automatiser leur customer service, qui voulaient faire des use cases vraiment en production. Et donc, on a travaillé avec eux pour rendre ça vraiment en fait production ready. On l'a sorti de bêta. Enfin, avant c'était en preview. Là maintenant c'est generally available. Donc ça veut dire que maintenant on dit aux gens vous pouvez l'utiliser en production. On a aussi fait des améliorations sur le modèle, notamment sur le côté multilingue. Enfin tu vois l'année dernière en français c'était un peu tu sentais qu'il y avait un petit accent canadien dans le mix quoi. Mais là c'est vraiment impressionnant. Enfin sur plein de d'aspects, mais ouais, le côté multilingual, le côté expressivité, le côté instruction following. Donc là, vraiment, avant, tu vois, en fait, les gens préféraient quand même avoir le truc en 3 parties parce qu'ils voulaient vraiment contrôler ce qui se passait et être sûr que le modèle allait pas dire quelque chose qu'il fallait pas. Là, on a vraiment travaillé pour que l'instruction following, donc ce dont on a parlé tout à l'heure, soit très bon et comme ça, tu es sûr que le modèle va pas dire des choses qu'il faut pas. Aussi, on a travaillé sur le fait qu'il puisse dire des chiffres, enfin des suites de nombres de manière très précise. Donc il y a toutes ces améliorations-là qui sont sorties aussi il y a une semaine. Mais ouais, si je pourrais te faire un récap de tout ce qui est sorti d'ici le début de l'année, mais ce serait trop long. Il faudrait encore une heure. Donc, Non, mais on mettra le lien vers le site que vous avez fait, là, developers.openai.com, un truc comme ça, là, comme ça, ouais. les gens, ils verront un Oui, petit c'est peu plus exactement ça. Ok, bon, on Ouais. mettra le lien en description. Bon, bah Cool. écoute, Katia, trop cool, hyper intéressant. En plus, c'était cool d'avoir un petit peu tes explications sur GPT-5. Je pense que tu vois, ça va plaire aux gens parce que il y a eu beaucoup de questionnements, beaucoup de choses qui ont été dites. C'était bien d'avoir un peu de clarification là-dessus. Et puis pareil, les modèles open source, très cool. J'ai juste quelques petites questions pour toi de fin, si tu as encore 5 minutes à m'accorder. Ouais, bien sûr. C'est quoi est-ce que tu as un livre que tu conseillerais? Alors, le livre, je pense, enfin, ouais, si je devais lire un livre comme ça, ce serait The Minimalist Entrepreneur, qui est un livre, en fait, qui parle enfin, c'est le cofondateur de Gumroad qui l'a écrit. Et en fait, il explique qu'il avait essayé un peu de faire, le VC game, voilà, enfin, tu vois, tu fais une boîte, tu lèves plein d'argent, tu recrutes plein de gens et cetera. Mmh. Et en fait, il s'est rendu compte que ça marchait pas pour lui. Donc il est un peu reparti à zéro et maintenant il explique ce que c'est, en fait, d'être un entrepreneur minimaliste. Donc aujourd'hui, il a une équipe à distance, et vraiment il essaie pas de faire un truc, qui va être mondial, avec une scale incroyable, et cetera. Il fait un truc qui résout un problème que ses users adorent. Il a une communauté de gens qui sont fans de ça, de Gumroad, et il dit que voilà, il est très heureux comme ça avec cette nouvelle façon de faire, en fait, cette nouvelle façon d'entreprendre. Et en fait, je trouve que c'est particulièrement intéressant maintenant, parce que maintenant, on a la possibilité d'entreprendre tellement plus facilement qu'avant, tout seul. Aujourd'hui, il y a plus de barrières à l'entrée, tu vois? Tu as plein d'outils, du coup, même, maintenant, enfin, GPT-5, tu vois, tu peux l'utiliser un peu partout, tu peux l'utiliser dans Codex. Ah oui, j'ai pas parlé de Codex aussi, mais ça aussi, on a sorti plein de nouvelles choses sur Codex.
Donc Codex, c'est un peu notre agent software engineer. Donc en fait, à partir du moment où tu as un agent software engineer, c'est comme si tu avais plein de collègues qui peuvent t'aider à faire ton produit. Et toi, tu leur dis juste quoi faire, mais tu vois, tu peux construire des trucs incroyables en étant tout seul, en étant ou une très petite équipe, grâce à l'IA générative. Et donc, je pense qu'on va voir beaucoup plus de gens qui se lancent, qui font des boîtes incroyables. Je crois que, enfin, c'est Sam Altman qui disait qu'on allait voir la première licorne solo founder. Solo Alors, je sais founder, plus, ouais. je crois, je sais plus si c'était en 2025, mais bon, en gros, maintenant, en fait, on peut faire des choses comme ça et on n'a plus besoin de se dire, OK, je vais lever des millions et j'ai besoin de moyens de dingue pour faire une startup. Maintenant, tu peux créer des choses très utiles pour beaucoup de gens. Tu peux vraiment, genre, faire tous les trucs qui te passent par la tête grâce à l'IA générative. Et ça, je trouve ça vraiment super cool. Et enfin, en fait, le truc, je pense que c'est qu'il y a énormément de gens qui ont énormément d'idées, mais qu'ils vont pas forcément les poursuivre parce que Trop de bruit. c'est pas une billion dollar idea et du coup ils se disent ça sert à rien de se lancer là-dedans, alors que là en fait si tu peux le faire en un week-end, peut-être que ta petite idée de d'app pour gérer tes courses, tu vas la faire en fait, parce Mhm. que justement maintenant tu peux. Donc voilà, je Ok. j'aime beaucoup ce livre et je pense qu'il est encore plus d'actualité que À quand je l'époque l'ai où il a lu été il écrit, y a ouais. quelques années, ouais. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a, si je te dis une chose sur laquelle tu as changé d'avis durant ta carrière, c'est quoi le truc qui te vient à l'esprit? Euh, alors, j'ai toujours dit, alors c'est un peu présomptueux, mais j'ai toujours dit que je voulais être à la retraite à 30 ans. Euh, et là, du coup, ça arrive très vite. Mais du coup, j'ai un peu changé d'avis là-dessus parce que, en fait, c'est tellement cool de travailler dans ce domaine. Enfin, il y a tellement de choses qui se passent. Je peux pas m'ennuyer une seconde. Et enfin, ouais. En fait, quand tu travailles dans ce domaine, il y a tellement de trucs incroyables où tu te dis waouh, j'ai énormément de chance d'être là, j'ai énormément de chance de voir ça. Que j'ai un peu changé d'avis là-dessus et je me dis je me vois bien encore travailler au moins quelques années jusqu'à ce que mon job soit automatisé. Ce qui est, enfin, moi en tout cas, j'attends que ça, hein. Mais enfin, tu vois, je pense que en pratique, le job d'ingénieur sera pas complètement automatisé, mais tu vois, j'espère qu'on arrivera à un truc où en fait, on aura juste besoin de dire les choses et ça se fait plutôt que de passer des heures à coder des trucs, tu vois. Donc ouais, je dirais que c'est ça. Ok. Et maintenant, dernière question, est-ce que tu as une croyance irrationnelle? Alors oui, je sais pas si c'est une bonne chose, j'en ai plusieurs. Je sais pas si c'est une bonne chose d'en parler, sur ce podcast. Non, T'es pas obligé. je dirais, OK, peut-être que je crois à la manifestation. Voilà. Ouais. Je n'en dirai pas plus. Non? Ok. C'est le fait, non, non, mais je n'en dirai pas plus sur ce que je crois Ah, en ok, ok. concrètement, mais la manifestation, en fait, c'est le concept que tu peux, que des choses vont se passer parce que tu l'as manifesté, parce que tu l'as voulu, tu vois? Visualise. Ouais. Ouais, en fait, après, moi, j'avoue, je fais pas du tout de manifestation. Je sais qu'il y a tout un truc, tout plein de Ouais. trucs à faire pour le faire bien. Je ne fais pas ça, mais je pense qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Alors, est-ce que c'est parce que quand tu veux, tu peux et inconsciemment, tu vois, tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour que ça se passe, Après, mais ouais, voilà. ouais, après visualiser les choses, ça, tu vois, moi je pense à un truc qui je crois est documenté, c'est, tu sais, le fait de visualiser, je crois pour les gens qui ont eu des problèmes, tu sais, musculaires ou des trucs comme ça, visualiser le geste que tu fais avec ton bras, par exemple, en fait, ça renforce le message nerveux et juste le visualiser sans le faire, et en fait, ça renforce la force, tu vois, de ton bras. Et je crois que c'est des choses qui étaient utilisées par des médecins ou choses comme ça, tu vois, de dire, OK, juste visualise le geste et en fait, ça va te renforcer. Il y a même des études scientifiques là-dessus où ils montrent un groupe qui visualise pas, un groupe qui visualise. Et il y en a un qui a gagné de la force, pas forcément musculaire, tu vois, mais simplement parce que le cerveau a travaillé, les nerfs ont quand même travaillé le truc. Ouais. Il y a quand même Non, des. non, mais je pense qu'il y a un truc scientifique derrière, mais tu vois, aujourd'hui, bon, c'est un peu, enfin, Hmm. c'est un truc qui est officiellement Non, mais parce qu'après, reconnu, on va dire. il y a des choses, tu peux aller, tu vois, ça c'est un petit exemple, mais après, il y a des choses où tu vas beaucoup plus loin et qui sont beaucoup plus Ouais. complexes, j'imagine, à analyser ou quoi que ce soit. Mais ok.
Eh ben écoute, merci beaucoup pour cet épisode. C'était trop cool de t'avoir sur le podcast. Est-ce que je peux te laisser un petit mot de la fin? Ouais, bah, déjà merci à toi aussi, super cool et mot de la fin, bah, je dirais, utiliser, l'IA si ce n'est pas déjà le cas. Parce que ouais, en fait, c'est vraiment un truc qui change la vie. Enfin, vraiment, je dis pas ça parce que je travaille chez OpenAI et que je suis biaisée, hein. Je dis ça parce que vraiment c'est enfin, je trouve ça incroyable et moi, ça m'a vraiment changé la vie, mais de manière, inimaginable. Enfin, il y a tellement plus de choses que je peux faire maintenant. Enfin, c'est vraiment, ouais, je l'utilise pour tout et à chaque fois, enfin, parfois j'oublie et parfois je l'utilise machinalement et je me dis, «Ah, il est bête, il a pas réussi à me dire tel truc». En fait, c'est un truc hyper compliqué, mais quand on prend un peu de recul et en vrai, je le fais souvent, je me dis: «C'est quand même, incroyable comme technologie» et on vit vraiment dans un bah, dans une époque, formidable, quoi. Donc si jamais c'est quelque chose alors je pense que beaucoup de tes auditeurs auront déjà testé quand même, mais Ouais. même si vous pensez que vous testez, essayez d'aller un peu plus loin, de voir, quelles sont les limites et essayez juste peut-être de, bah, je sais pas, plus tard aujourd'hui, après avoir écouté ce podcast, de l'utiliser pour un truc que vous n'auriez pas, cru pouvoir faire. Voilà. Yes. Bon coin c'est marrant ce truc de 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 penser à des cas d'usage parce que c'est vrai que des fois, en fait, tu penses pas à des trucs alors qu'il y a des trucs maintenant ils sont tellement faciles à faire avec l'IA alors qu'avant ils étaient galères à faire. Enfin bref, j'ai eu des cas récemment, tu vois? Où en fait, bah là je suis obligé de coder un petit programme pour ça et en fait en 2 minutes avec un message ChatGPT, il me formate le truc, il enfin bref. Ouais, Donc cool. mais même des trucs de la vie de tous les jours, hein. Franchement, c'est ouais, c'est ça donne un peu des super pouvoirs. Yes. Et ben écoute, merci encore, on finira là-dessus. Et ben, merci beaucoup Katia, je te dis à bientôt. Ouais, merci. Allez, salut. L'IA générative qui ne fait pas exactement ce qu'on attend d'elle, ça a dû vous arriver aussi. Mais bon, quand c'est pour lui demander de choisir entre pizza et sushi à votre place, c'est pas forcément très grave. Là où c'est peut-être plus grave, c'est quand cette IA, elle parle directement avec vos clients et que tout d'un coup, sans prévenir, elle décide de se prendre pour l'exorciste. Eh bien ça, c'est une des mésaventures qui est arrivée à Marie. Alors est-ce que c'est pire que la fois où Joseph Staline lui a piqué ses clés API? Je vous laisse juger par vous-même avec cette vidéo.